l'article 5 du projet de loi de réforme des retraites. L'article phare du texte reporte l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans. La Chine convoque ce soir l'ambassadeur norvégien à Pékin. Les autorités chinoises ne digèrent pas l'attribution du prix Nobel de la paix au dissident Liu Xiaobo. Paris comme Washington se réjouissent et demandent sa libération. Et puis Nicolas Sarkozy au Vatican pour mettre un terme aux tensions causées cet été par la situation des Roms. Un voyage aussi dirigé vers les catholiques de France. Je vous le disais en titre, la majorité du Sénat vient donc de voter en toute fin d'après-midi l'un des articles phares de la loi sur les retraites. Ce fameux article 5 qui porte l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans. Le vote était précédé de longues discussions et explications de vote. Perrine Tarnaud, vous êtes en direct de la salle des conférences du Sénat. Perrine, si ce vote était bien sûr attendu, il n'en est pas moins ce soir extrêmement symbolique. Oui, un vote symbolique comme je vous le disais à l'instant. Pierre-Henri et le ministre du Travail, Éric Woerth, est à mes côtés pour une petite réaction, une première réaction à une étape importante qui a été franchie ce soir ici au Sénat. Oui, c'est une phase très importante, une étape franchie qui est celle du vote de cet article qui repousse l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans. L'Assemblée l'a voté, le Sénat maintenant vient de le voter après un long débat. Un débat où sont exprimées les convictions, où il y a eu pas mal d'émotions aussi. On a entendu tout à l'heure Pierre Mauroy, le père des 60 ans, qui vous a accusé un peu de brader cet exemple social en France. Quand Pierre Mauroy s'exprime, on respecte, parce que c'est Pierre Mauroy, et on a évidemment de l'amitié pour lui. Et en même temps, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est aussi l'expression d'une nostalgie. C'était la France d'il y a 30 ans. La France, elle a changé. On vit plus longtemps aujourd'hui. Les Français sont en meilleure santé qu'il y a 30 ans. Les conditions de travail sont meilleures. La compétitivité est de plus en plus rude. Et donc nos systèmes sociaux, comme le système de retraite, ils doivent évoluer pour être mieux protégés. S'ils n'évoluent pas, alors ils meurent. Nous devons protéger nos systèmes. Et nos systèmes sociaux, ils doivent bouger. Et c'est ce que nous avons fait au travers de ce texte sur les retraites. C'est la répartition. Et la répartition, c'est le pacte républicain français. Mais pour faire en sorte que ce système par répartition soit protégé, il faut accepter qu'il évolue. 62 ans, c'est un âge responsable, c'est un âge raisonnable auquel une partie de Français n'est pas soumis. Ceux qui ont commencé très tôt, ceux qui sont soumis à de la pénibilité dans leur travail, ces Français-là continueront à partir à 60 ans, voire même avant, donc c'est aussi un système juste. Vous allez maintenant commencer l'examen de l'article 6. Il faut laisser le temps des débats ou au contraire suivre un petit peu ce que disait Jean-Pierre Raffarin hier, c'est-à-dire aller vite jusqu'au bout de la réforme, mais le plus vite possible. Il faut faire les deux, c'est-à-dire qu'il faut à la fois laisser évidemment le débat s'instaurer. C'était le cas sur cet article sur les 60 et 62 ans. Il y a eu un vrai débat avec des moments vifs, des moments d'émotion et puis aussi des moments où moi j'ai essayé de redire la conviction du gouvernement. Et en même temps, si le débat s'installe, il faut que les votes aussi aient lieu. Il ne peut pas y avoir bien évidemment un débat infini. Le débat se fait, il est de bonne qualité et puis les votes doivent avoir lieu. Au moment où le calendrier syndical, lui, s'accélère, les leaders syndicaux ont annoncé une nouvelle date de manifestation. Ce sera le samedi 16 octobre. Est-ce que vous craignez une montée en puissance? Le calendrier syndical ne s'accélère pas. La grève du 12 était prévue de longue date. Celle du 16 a été annoncée aujourd'hui? Oui, mais nous savions qu'elle serait suivie d'un autre moment. Donc voilà, si c'est le 16, c'est parce que tout simplement le Sénat examine encore le texte à ce moment-là. Moi, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Ce que je dis, c'est que ceux qui manifestent, c'est leur droit, et je respecte infiniment ce droit. Mais en même temps, lorsqu'ils manifestent une inquiétude. Et très souvent, cette inquiétude a déjà obtenu une réponse. Quand j'entends des personnes dire je travaille à temps partiel ou à mi-temps et j'aurai jamais tout mes trimestres et je devrais partir très tard à la retraite, j'entends cela parfois dans les manifestations. Souvent, vous tendez les micros vers les uns et vers les autres. C'est inexact. Bien sûr, notre système par répartition permet, en travaillant en temps partiel, de valider une année complète. Quand j'entends ah mais j'ai commencé tard ou j'ai eu des enfants et il faudra que j'aille jusqu'à 67 ans et 67 ans je pourrais pas travailler. Non, la plupart des gens ont déjà arrêté de travailler à 67 ans. Heureusement, bien sûr 67 ans c'est juste la fin où s'annule la décote. Donc il faut beaucoup expliquer dans le domaine des retraites et à ce moment-là, ça permet de limiter les inquiétudes. Très bien, écoutez, merci beaucoup Éric Woerth pour cette première réaction à notre micro. On va vous laisser évidemment rejoindre l'hémicycle du Sénat, Pierre-Henri, pour également la suite des commentaires autour de ce vote symbolique autour du Sénat.
Bien sûr, et nous reviendrons, Perrine, au cours de cette édition avec nos invités sur cette information majeure ici au Sénat. Alors, compte tenu de la mobilisation de la gauche arc-boutée sur cet article 5, un article décisif, on avait imaginé que sur ce point, eh bien, les débats seraient plus longs, allant même au-delà de la date de la manifestation du 13 octobre. Ces dernières heures, l'opposition a pourtant fait feu de tout bois pour prolonger les échanges et a su parfois faire preuve d'interventions tout à fait inattendues. Regardez ce sujet, il est signé Pierre Bonjoseph. Jusqu'au bout, ils auront tenté d'amadouer la position de l'inflexible M. Woerth sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. Et aujourd'hui, tous les arguments y sont passés. J'ai appris par exemple, Monsieur le Ministre, qu'à 62 ans aujourd'hui, on est plus jeune qu'à 60 ans dans les années 80. Honnêtement, je dois dire que quand je suis devant mon miroir tous les jours, je ne suis pas persuadée de la véracité de cette démonstration. Et pour retarder un vote inéluctable, un à un, les sénateurs communistes sont montés à la tribune pour égrener la longue liste des métiers pénibles. L'industrie des cuirs et peaux. L'industrie des glaces et sorbets, la poissonnerie, où la pénibilité des conditions de travail est établie. Autant de travailleurs qui, selon eux, doivent échapper à la réforme. Le projet de loi, il prend en compte la pénibilité des métiers, ce qui n'avait jamais été le cas. Quand M. Mitterrand a fait la retraite à 60 ans, il n'a pas pris en compte la pénibilité des métiers. Jamais, au fond, ni le Parti communiste, ni le Parti socialiste n'ont cherché à inscrire dans la loi la pénibilité d'un métier et la transformer, en fait, en avantage de retraite. Ce soir, et même si le vote n'a pas eu lieu, la retraite à 60 ans voulue par François Mitterrand a vécu. Prochain round dans la rue, le 12 octobre. Alors justement, sur le versant syndical de ce dossier des retraites, une nouvelle journée de manifestation a été décidée par les centrales. Elle sera le samedi 16 octobre. Il s'agit de la deuxième journée de manifestation organisée un week-end depuis le début de la mobilisation du projet, contre en tout cas le projet gouvernemental. Écoutez tout de suite Nadine Prigent, elle est secrétaire confédérale de la CGT. Vu que le 2 octobre, des milliers de salariés qui n'avaient jamais manifesté sont venus manifester le 2, le 16, on leur donne à nouveau l'occasion de venir s'exprimer sur cette réforme. On doit gagner. Cette réforme n'est pas juste. Elle va provoquer de grandes injustices sur les niveaux de pension. Elle fait supporter le financement à 85% par les salariés. Donc on doit gagner sur cette réforme et je pense que la population a compris. Encore en marge de ce dossier, cette spectaculaire manifestation de plusieurs centaines de salariés de l'automobile au Mondial de l'automobile à Paris. La défense de l'emploi, des salaires et bien sûr des retraites était au cœur des slogans entendus cet après-midi porte de Versailles. Des déclarations en forme de douche froide, celle de François Baroin. Le ministre du Budget, en effet, se dit opposé à toute modification du bouclier fiscal et de l'impôt sur la fortune, en tout cas pour le budget 2011. On imagine la déception de cette petite centaine de députés UMP qui espéraient pouvoir infléchir la ligne gouvernementale à la suite des propos de François Fillon, pour lequel la disparition du bouclier n'était plus un sujet tabou. Une question, qui tient les rênes de la diplomatie française? À en croire les relations pour le moins tendues entre Nicolas Sarkozy et son ministre des Affaires étrangères, la question n'est pas illégitime. Il y a eu, vous le savez, cette très curieuse lettre de démission que l'Élysée affirme n'avoir pas reçue. Et cet échange acide entre les deux hommes lors du dernier Conseil des ministres, pointant du doigt l'influence des conseillers du président dans ces domaines de politique étrangère. Tout de suite, l'analyse, elle est signée Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Professeur à Sciences Po, politologue, président de CAP. Alors, que doit-on penser de cette animosité entre Nicolas Sarkozy et Bernard Kouchner, qui aujourd'hui conduit vraiment la diplomatie française, Stéphane? Sur le fond, on le sait, les Français ont souhaité durant la présidentielle que le pouvoir politique revienne à l'Élysée. Et donc du coup, quand Bernard Kouchner pointe les conseillers, on comprend Claude Léon et M. Lévy, un grand diplomate, il prend en compte le fait qu'il y a eu un déplacement des grandes questions et a fortiori de la politique internationale, c'est pas neuf, à l'Élysée. Donc ça, c'est une raison de fond. C'est une façon de rappeler que si Bernard Kouchner a été choisi
par le président de la République. C'est certes en fonction de ses qualités, ses compétences, mais son extraordinaire image en France et à l'international. Donc tout se passait comme si il y avait dès le départ une sorte de répartition des rôles entre un Bernard Kouchner toujours très populaire et au plan international avec une vraie crédibilité, et puis le fond des dossiers concrètement piloté à l'Élysée. Alors il y a à ça aussi évidemment cette animosité des raisons plus conjoncturelles. D'abord d'ordre politique, très certainement la nouvelle séquence initiée par le discours de Grenoble, avec une droitisation et avec une rupture instaurée par le président de la République sur la façon dont jusqu'à maintenant un certain nombre de thèmes, dont ceux du rapport à la nation, sont constitués, met en difficulté l'ouverture des gens de sensibilité humaniste ou de gauche comme Bernard Kouchner au départ. Et puis il faut le dire, on est à la veille d'un remaniement. C'est une façon aussi pour Bernard Kouchner d'indiquer, méso-voicé, d'ailleurs de façon pas très nette, qu'il a des problèmes et que du coup, s'il n'était plus là, ce serait non pas une pression, une situation qui lui serait faite, mais une démarche volontaire. Merci beaucoup Stéphane de votre analyse. À vendredi prochain. La Chine avait pointé l'hypothèse d'un geste inamical. Le comité Nobel est resté sourd aux mises en garde et a attribué le prix Nobel de la paix au Chinois Liu Xiaobo. Depuis 2009, le dissident est emprisonné pour subversion envers l'État chinois. Il avait été l'une des figures de proue des manifestations de la place Tiananmen. Depuis ce matin, les messages de satisfaction et les appels à la libération du dissident se sont multipliés à travers le monde, avec parfois quelques prudences. Flora Sauvage. Si la France et l'Allemagne appellent la Chine à libérer le dissident Liu Xiaobo, récompensé aujourd'hui par le prix Nobel de la paix, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, se félicite de cette récompense sans toutefois demander la libération du dissident. Du point de vue du pouvoir, c'est considéré comme une humiliation. Mais le choix est simple pour eux. Est-ce qu'ils vont ouvrir un petit peu, ouvrir la discussion, ou est-ce qu'ils vont se comporter comme la junte militaire birmane avec Aung San Suu Kyi en maintenant Liu Xiaobo en prison? Cet intellectuel chinois, ancienne figure de proue du mouvement démocratique de Tiananmen, a été condamné à 11 ans de prison en 2009 pour subversion du pouvoir de l'État. Il est incarcéré à la prison de Jinzhou, qui est dans la province du Liaoning, environ à 8 heures de Pékin. Son épouse, Liu Xia, va le voir tous les mois. Elle fait 8 heures de voyage, aller, 8 heures retour, pour le voir 1 heure entièrement. Alors, ce qu'elle dit, c'est qu'il est en prison aujourd'hui avec 5 personnes dans une cellule. Il peut avoir une promenade 1 heure le matin, 1 heure le soir. Pendant 1 an, pendant 6 mois, il n'avait pas vu le soleil. Là, maintenant, il peut sortir. La Chine avait tout fait pour empêcher cet affront. Après le Dalai Lama en 1989, c'est la 2e fois qu'un opposant au régime chinois reçoit le prix Nobel de la paix. Voilà, retour sur l'information parlementaire du jour. La fin votée par le Sénat ce soir de la retraite à 60 ans. Sur notre plateau, 2 invités. Bernadette Dupont, bonjour. Je rappelle que vous êtes sénatrice UMP des Yvelines. En face de vous, Didier Guillaume. Je rappelle que vous êtes sénateur socialiste de la Drôme. Alors, comment l'un et l'autre avez-vous apprécié ce vote qui vient d'avoir lieu dans l'hémicycle du Sénat, c'est-à-dire la fin de la retraite à 60 ans? Elle est désormais indiquée à 62 ans. Bernadette Dupont. Alors moi, pour ce qui me concerne, je suis obligée de dire que ce vote me satisfait parce que je pense que la France ne peut pas se sortir actuellement de sa situation sans augmenter le nombre d'années de cotisation. Maintenant, je peux admettre effectivement que ça puisse poser des problèmes à certaines catégories de personnes, mais je pense que déjà le gouvernement a fait un effort envers les femmes, envers les femmes qui ont élevé des enfants handicapés, qui s'occupent éventuellement de parents âgés, voilà, les chômeurs. Les amendements développés par Éric Woerth. Voilà. Alors je pense que tout ça est une bonne chose. Maintenant, c'est vrai que les 60 ans étaient un acquis social et qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, mais vous savez, qu'est-ce que c'est de toute façon? Moi, il y a quelque chose qui me choque dans tout ça, c'est de penser qu'on met trop les jeunes au milieu du débat. Il est normal qu'à 16 ans, on dise « je ne veux pas travailler jusqu'à 67 ans ». Pour un enfant de 16 ans, 67 ans, on est un vieillard. On va reparler des jeunes. Pas ça honnête intellectuellement. Didier Guillaume.
Oui, les amendements, symbole, quand même. Oui, les amendements dont parlait ma collègue, c'est pour 67 ans. Hein, c'était pas pour la retraite à 60 ans. Oui, c'est la retraite à 60 ans, c'est fini. C'est la fin d'un symbole. C'est une vraie régression sociale. Moi, je dois vous dire tout à l'heure, quand j'ai entendu Pierre Mauroy dans l'hémicycle, j'avais les larmes qui me venaient aux yeux parce que ça me rappelait toute une histoire. Et contrairement à ce que dit M. Woerth, ce n'est pas de la nostalgie. On ne vit pas de nostalgie. Les acquis sociaux, ça compte. Aujourd'hui, la retraite à 60 ans, ce symbole qui, dans cet article, vient d'être enlevé, mais je rappelle que la loi n'est pas votée encore. Hein, il va falloir y avoir d'autres débats, il se passera d'autres choses, que c'est vraiment une régression sociale inacceptable. Aujourd'hui, je vais simplement vous donner un exemple. 60% des plus de 55 ans sont au chômage. Ils attendent l'âge de 60 ans pour toucher leur retraite. Il faudra qu'ils aient 2 ans de galère supplémentaire. Aujourd'hui, malheureusement, quand on a 50 ans, 55 ans, qu'on cherche du travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes trop vieux, monsieur, vous êtes trop vieille, madame. C'est ça la réalité. Guillaume, vous évoquez à l'instant l'intervention de Pierre Mauroy, l'ancien Premier ministre, j'allais dire le père de la retraite à 60 ans. Oui. Je vous propose d'écouter un extrait de son allocution à l'instant. Et lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, en 82, nous avons tout de suite proposé la retraite à 60 ans. Ça a été un immense espoir de toutes les revendications ouvrières et autres, d'ailleurs, ça a été la plus importante. Et elle est restée la plus importante. Et elle le restera dans l'histoire sociale de la France. C'est bien qu'en catimini, presque, la liquider de cette façon, ça n'est pas possible, quelles que soient nos convictions. Voilà Pierre Mauroy, l'ancien Premier ministre, le père de la retraite à 60 ans, il y a quelques minutes à peine dans l'hémicycle du Sénat. On parle un instant des manifestations. 2 sont prévues, mardi prochain et le 16 octobre. Qui a la parole désormais? Est-ce que ce sont les sénateurs, les parlementaires ou la rue, Didier Guillaume? La démocratie marche sur 2 pieds. Le volet social, citoyen, et le volet politique. Les parlementaires ont la parole, les sénateurs se sont exprimés aujourd'hui, encore toute la semaine prochaine. Et en ce qui nous concerne, nous ferons tout pour que cette loi ne soit pas votée. Mais en même temps, il faut tenir compte du mouvement social, des citoyens. Plus de 70% des Français sont contre cette réforme. Nous voulons une réforme des retraites, mais pas celle-là. Eh bien, je crois qu'il faut que les citoyens aillent dans les manifestations, dans la rue, s'expriment de façon la plus tranquille possible. Il y a encore possibilité de faire reculer le gouvernement. On l'a vu pour le CPE, la loi avait été votée, elle n'a pas été promulguée. Il faut que nous, sénateurs, nous continuions à faire notre travail et que les citoyens expriment leur mécontentement si réellement ils sont mécontents. Bernadette Dupont, vous redoutez ces manifestations? Non, je ne redoute pas ces manifestations parce que je pense que les manifestations dans la rue, elles ont toujours existé dans tous les domaines. Je ne les redoute pas, je les regrette et je les déplore parce que je pense qu'on fait dire à la rue ce qu'on veut. Et je pense que l'opposition actuellement n'a pas forcément le beau rôle d'embrayer et d'appuyer sur une pédale qui fait mal. Ça fait mal une réforme pareille. Mais elle est absolument indispensable. Elle est indispensable, on ne pourra pas s'en sortir. En tout cas, pour les plus faibles. C'est les plus faibles aujourd'hui qui trinquent. Chaque cas sera un cas d'espèce. Je pense que chacun pourra gagner à sa retraite en fonction de sa situation personnelle. D'accord. Je rappelle que le débat ici au Sénat est loin d'être terminé. Vous disiez, vous allez siéger demain, vous allez siéger lundi. Bref, la route est encore longue jusqu'à la fin de ce texte sur la réforme des retraites. Merci à tous, en tout cas, d'être venus ce soir sur notre plateau. Toute autre chose pour terminer, c'est dimanche, après-demain, que s'achève à Bayeux, dans le Calvados, le prix des reporters de guerre. Un prix imaginé et développé par le sénateur Jean-Léonce Dupont, que nous avons rencontré cette semaine. C'est avec lui que l'on termine cette édition. On m'avait dit que je devais parler du pape. Bonsoir Jean-Léonce Dupont. Je suis désolé, alors on devait parler du pape, mais bon, l'article 5 a primé sur le pape. Des débats, un salon du livre, bref, beaucoup de choses pour rendre hommage à une belle profession, celle de correspondant de guerre, ceux qui couvrent les maux parfois sanglants, souvent sanglants, de l'ensemble de la planète. Jean-Léonce Dupont, c'est vous qui êtes à l'origine de ce prix. Dans quelles circonstances vous l'avez créé ? Oui, c'est une belle aventure qui a commencé, pour tout vous dire, à peu près en 93, c'est-à-dire un an avant la préparation du 50e anniversaire du débarquement, qu'on fête évidemment tous les 10 ans avec beaucoup d'ampleur sur les plages de Normandie. Et je me disais, il faut que nous réfléchissions, parce que 50 ans c'est un cap, les vétérans seront de moins en moins nombreux. Comment trouver un certain nombre de manifestations, d'activités, de démonstrations qui nous collent beaucoup plus à la réalité, au monde contemporain, naturellement en étant connectés à notre histoire. Et c'est comme ça qu'a émergé l'idée d'un prix, rendre hommage à des correspondants de guerre, qui est devenu le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, avec un sous-titre qui est très important,
hommage à la démocratie et à la liberté. Alors pourquoi? Parce que Bayeux a été la première ville libérée de métropole le 7 juin 1944 par les troupes britanniques. Donc c'était tout à fait connecté. Bayeux, c'est le discours de Bayeux, le discours du général de Gaulle, qui est en réalité le texte majeur, prémisse de la Ve République, donc de notre démocratie contemporaine. Et puis petit clin d'œil aussi historique, la tapisserie de Bayeux, c'est finalement un grand reportage de guerre. Alors ce prix de Bayeux, 17e édition, donc cette année 2010, plusieurs prix. Alors ces prix mettent à l'honneur quoi exactement? Le courage des reporters de guerre ou leur volonté farouche finalement d'exposer la vraie vérité du monde? Voilà, ce sont d'ailleurs des sujets d'actualité, puisque vous savez qu'aujourd'hui se pose la question des conditions de travail des reporters de guerre. En fait, ce prix, il avait pour but d'abord de rendre hommage, effectivement, aux journalistes reporters de guerre, presse écrite, presse télé, radio, reportage photo, mais également très rapidement d'y associer la population dans son ensemble et de faire un carrefour, un moment de rencontre très simple entre les professionnels et la population, avec en particulier une orientation très forte sur tous les milieux éducatifs. Et quelles sont aujourd'hui les principales difficultés auxquelles doivent faire face ces reporters et plus singulièrement ces reporters de guerre? Eh bien, ça sera d'ailleurs l'une des soirées thématiques. C'était l'une des soirées thématiques. Oui. C'était hier. C'était une profession en péril. Un correspondant de guerre. Vous savez qu'aujourd'hui, notamment dans les prises d'otages, au-delà, j'allais dire, du traitement terrible des journalistes, emprisonnés, parfois tués, assassinés, aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont effectivement très facilement enlevables, oui. Et donc très exposées. Et puis, vous avez aussi la volonté, dans un certain nombre de conflits, de border complètement le contrôle de l'information. Donc le champ semble se rétrécir. Et puis, il y a une donnée totalement nouvelle aussi peut-être, c'est la montée des nouvelles technologies qui transforment probablement de fond en comble la métier de journaliste en général et de journaliste reporter de guerre en particulier. D'après vous, quel est aujourd'hui le meilleur support, j'allais dire technique, pour rendre compte de la vérité du monde? Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que ce sont ces nouvelles technologies, Internet, ou plus simplement la photographie ou encore l'écrit comme Albert Londres? Sincèrement, je ne mettrai pas de priorité d'un média par rapport à l'autre parce que je crois qu'ils apportent tous quelque chose. Vous pouvez être en très grande émotion devant une photo absolument fantastique et nous avons eu des photos qui ont gagné le prix qui sont des photos, me semble-t-il, tout à fait historiques, de dimension exceptionnelle. Vous pouvez avoir presque sur le vif un reportage radio qui est d'une extraordinaire qualité. Vous pouvez avoir un reportage plus analytique par l'écrit qui vous met en perspective, qui vous permet de prendre du recul, donc qui a tout son intérêt et la force de l'image aujourd'hui, je crois que personne ne peut la contester. Le média le plus émergent, ça serait probablement toute l'information traitée par Internet. C'est pas encore un média extraordinairement calé, mais on sent bien qu'il émerge. Par contre, ce que nous avons vécu, c'était la difficulté de la définition du reportage que nous voulions, par exemple, en reportage télé. Au départ, c'était totalement libre. Ensuite, on a fait des reportages relativement courts. Et nous avons une demande pour que nous puissions également faire concourir des reportages plus longs, ce que nous faisons depuis l'année dernière. Voilà, vous avez, je crois, une réflexion sur les formats télévisuels en matière de reportage et de reportage de guerre. En 2009, 76 journalistes ont été tués ou assassinés, une augmentation de 26%. On évoquait à l'instant les enlèvements, bien entendu, les arrestations, les condamnations de journalistes. C'est un phénomène de plus en plus inquiétant pour vous. C'est un phénomène extraordinairement inquiétant et dont on peut vraiment avoir idée en venant à Bayeux parce que nous avons créé un mémorial des reporters. Dès 1994, nous avions cette idée, et avec Reporters sans frontières, qui avait la liste de tous les reporters décédés dans le cadre de leur fonction professionnelle depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien nous avons dédié un site avec le nom de chaque reporter gravé dans la pierre. Et avec cette année une nouvelle stèle qui sera inaugurée. Absolument, tous les ans. Je dirais malheureusement, nous devons effectivement inaugurer une nouvelle salle. Et je peux vous dire que ce sont des moments d'émotion assez exceptionnels. Je me souviens notamment de la femme d'un journaliste des Antilles qui était décédé, qui était venu à Bayeux au moment de l'inauguration et qui nous avait dit, vous voyez, dans mon pays, on répand un petit peu les sondes. Finalement, c'est à Bayeux le seul endroit où le nom de mon mari sera fixé dans la pierre.
Voilà, à Bayeux, ce week-end encore, le prix du reporter de guerre. Je vous rappelle la principale information politique de cet après-midi, la fin de la retraite à 60 ans, votée en fin d'après-midi par le Sénat. À suivre, un focus avec la sénatrice alsacienne Fabienne Keller. N'oubliez pas également toute l'actualité politique et parlementaire sur notre site publicsénat.fr. Voilà, tout est dit. Bon week-end à tous. Merci. Musulmans de France est une vaste fresque qui va de 1914 avec les premiers tirailleurs jusqu'en 2007 avec les discriminations et l'intégration. Nous étions des Beurs, nous étions des Arabes, de la racaille. Et au final, la chose qui ne disparaîtra pas, c'est que nous resterons des musulmans. À travers l'histoire de ces 5 millions de musulmans, c'est un autre regard sur l'histoire de France qui nous est proposé. Quand James Brown dit « I'm black and I'm proud », nous on entend « I'm Arab and I'm proud ». Musulmans de France, première partie, lundi à 22h30 sur Public Sénat.